Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je rallume aujourd'hui ma caméra pour vous parler d'une toute nouvelle thématique de vidéo, une thématique qui m'a été demandée depuis un moment quand même sur ma chaîne YouTube, mais j'ai mis du temps avant de filmer cette vidéo pour la simple et bonne raison que c'est un sujet qu'on me demande d'aborder qui est assez délicat. On m'a demandé de parler de la question de l'acceptation de la maladie. Et déjà d'entrée, le terme acceptation, pour moi, c'est un terme qui est très fort parce que en soi, est-ce qu'on peut vraiment accepter l'inacceptable? Donc je compte pas du tout faire de la philosophie dans cette vidéo, simplement pour vous dire que pour moi, c'est un terme qui est délicat, qui est complexe. Et en plus de ça, qui est totalement subjectif parce qu'il dépend vraiment de la personne, de sa personnalité. Je pense aussi qu'il peut être assez changeant, c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai le sourire devant ma caméra parce qu'à l'heure actuelle, ma muco est stabilisée. Mais peut-être que dans quelques mois, il y aura une aggravation quelconque et du coup, je vous dirais, en fait, non, j'accepte plus du tout ma maladie. Pour moi, le thème comment accepter sa maladie, c'est quand même assez délicat à aborder. Donc je me suis dit que j'allais élargir le sujet à comment psychologiquement je vis avec ma mucoviscidose depuis qu'on me l'a diagnostiquée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 3 grandes périodes de ma vie qui ont été plus ou moins marquantes. Et donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans cette vidéo en insistant sur mes ressentis de l'époque, sur les difficultés que j'ai pu rencontrer à ces différentes périodes, comment est-ce que j'ai fait pour y faire face, comment est-ce que j'ai fait pour les affronter. Allô? Oui, je suis en train de filmer une vidéo là. Eh ben écoute, je pense que... La première période de ma vie qui a été psychologiquement marquante, ça a été bien sûr la période de l'annonce du diagnostic. Comme vous le savez sûrement déjà, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, ma mucoviscidose a été diagnostiquée à l'âge de mes 6 ans. Les tests liés à la muco à l'époque n'avaient pas été approfondis sur moi, ce qui a vraiment retardé le diagnostic et la découverte de ma maladie. À ce moment-là, j'étais très jeune, trop jeune pour comprendre ce qui était en train de m'arriver, la gravité en fait de ce qui était en train de se passer. Et pour autant, j'ai quand même plusieurs scènes dans la tête, des scènes très différentes mais qui ont quand même marqué mon esprit. Comme par exemple les différentes hospitalisations que j'ai dû subir. Petit à petit, j'ai pu me rendre compte que quelque chose était différent chez moi. Et le fait que mon diagnostic était tardif, j'ai pu constater une réelle transition entre ma période d'avant, où j'étais une petite enfant normale, et ma période après, où je suis devenue une enfant malade. Et ça, je l'ai vu à travers tous les médicaments qu'on a commencé à me donner, la quinzaine de médicaments que j'ai dû prendre chaque jour. C'est énorme pour une enfant si jeune en fait. Il y a eu les aérosols également, j'avais absolument jamais entendu parler d'aérosols de ma vie. Et puis bien sûr j'ai eu les séances de kiné de plus en plus régulières avec un kiné qui venait me voir à la maison chaque jour. Mon ressenti à cette période-là, c'est que j'avais compris que j'étais malade. Mais dans ma tête c'était temporaire, c'est-à-dire que tous les traitements, tous les médicaments qu'on me donnait, c'était juste le temps que je guérisse, juste le temps que j'aille mieux. Finalement, la période de l'annonce du diagnostic, c'est beaucoup plus ma famille qui en a souffert que moi. Parce que absolument personne ne s'attendait à une telle découverte. On avait toujours vu que voilà, j'avais quelques soucis de digestion, que je faisais des bronchiolites à répétition, mais la conclusion qui en avait été tirée, c'est que j'étais une enfant un petit peu plus fragile que les autres. Jamais personne aurait pu penser que la petite fille souriante que j'étais était en fait atteinte d'une maladie dégénérative grave. Pour conclure sur cette première période, je pense qu'il n'y a pas de solution quand on est confronté à ça. On est dans une phase de déni, on ne réalise pas. On est dans une phase d'incompréhension, on ne comprend pas. Et on est aussi dans une phase d'injustice, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? La réaction qu'ont eu mes parents à cette époque, ça a été d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est dans une période où on n'est plus bactère, mais on va remonter la pente et on va aller de l'avant.
Et moi personnellement, comment est-ce que j'ai fait face à ça? Eh bien c'est que en fait je n'avais absolument aucun autre choix que d'accepter ce qui était en train de m'arriver. La deuxième période que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est les débuts avec ma maladie. Donc dans cette période, je mets la période école primaire ainsi que la période collège parce que c'est véritablement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être en contact avec les autres enfants et que j'ai commencé à me faire des amis. Et je pense que c'est cette période de contact avec les autres qui fait que j'ai petit à petit pris conscience de ma différence et de ma maladie. Ce qui a accentué tout ça, c'est le fait qu'à l'école primaire, en général, les enfants, ils ont très peu de filtres. Tout ce qu'ils pensent, ils vont vous le dire tel qu'ils le pensent. Et donc, j'ai commencé petit à petit à recevoir beaucoup de remarques sur pourquoi est-ce que tu as toujours une bouteille d'eau avec toi, pourquoi est-ce que tu prends tel ou tel médicament, comment ça se fait que tu n'étais pas là hier. Beaucoup de questions qui ont fait que j'ai décidé avec mes parents et avec mes professeurs de parler de ma maladie aux autres élèves. Et finalement ça n'a pas du tout été une erreur puisqu'ils se sont montrés très compréhensifs. Limite à faire ultra attention à moi, à prendre soin de moi, à vouloir m'apporter les cours dès que je manquais l'école. Donc vraiment je n'ai eu absolument aucun souci niveau relation à l'école primaire. Au collège ça a été un petit peu plus compliqué pour moi parce que les collégiens ils ont tendance à être très crus dans leurs paroles. Surtout quand vous êtes une petite sixième et que vous avez les grands quatrièmes, les grands troisièmes qui viennent vous embêter parce qu'ils ont bien compris que vous étiez différente, parce qu'ils voient que vous avez le droit à des plats particuliers au self, parce que vous pouvez manger en cours, vous pouvez boire en cours alors que eux non. J'ai subi beaucoup de remarques sur ma taille qui se voyait beaucoup à l'époque parce que j'étais vraiment très petite, plus petite que la moyenne, et forcément quand vous êtes différent des autres on vient vous le faire comprendre, mais malgré tout j'avais toujours une bande d'amis auprès de moi qui jouait un peu le rôle de barrière de protection qui a fait que finalement ça n'a jamais été plus loin, ça n'a jamais dégénéré. Au niveau du rythme de mes soins, il a fallu s'organiser assez rapidement. Et ce qui a été décidé quand j'étais en école primaire, ça a été de les placer entre midi et 2. Parce qu'à l'époque, il y avait deux services. Il y avait le service des maternelles à 11h45 et il y avait le service des primaires à 12h30. Et donc, au lieu de participer aux activités scolaires entre midi et 2 avec mes copains et mes copines, je rejoignais le rang des maternelles pour aller dans une salle qui avait été aménagée au sein de mon restaurant scolaire où mon kiné me retrouvait pour faire mes soins. C'est particulièrement dans ces moments-là que j'ai pris en pleine face l'injustice de ma maladie qui me privait d'aller jouer avec mes copains et mes copines pour, à la place, aller faire mes soins. Ce qui a été également difficile à gérer, c'est que à l'époque, les élèves qui étaient punis n'avaient pas non plus le droit de participer aux activités scolaires. Ce qui fait que, involontairement, je me retrouvais dans le rang des punis alors que je n'avais absolument rien fait. À l'âge de mes 10 ans, j'ai attrapé pour la première fois de ma vie le Pseudomonas. Le pio, un microbe qui est assez redoutable quand on a la mucoviscidose. Et donc j'ai eu ma première longue hospitalisation avec les intraveineuses. Ça m'a énormément affectée parce que forcément quand vous vous retrouvez des jours entiers dans une chambre d'hôpital alors que vos copines sont à l'école, forcément vous vous posez beaucoup de questions. Ce qui m'a fait tenir à ce moment-là, pendant cette longue semaine d'hospitalisation, ça a été le fait de voir chaque jour une personne différente. Mes parents ont eu cette incroyable idée de faire venir chaque jour une personne différente, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que ce soit les collègues à ma maman. C'était que des visages familiers qui me rappelaient en fait mon monde à moi. Et je savais pertinemment que le monde dans lequel je me trouvais actuellement, ce monde rempli de murs blancs, de machines à oxygène, c'était pas du tout un monde qui m'appartenait et il fallait que j'en sorte le plus rapidement possible. Je me souviens aussi d'un jour où ma meilleure amie est entrée dans ma chambre d'hôpital avec une énorme carte
Dans cette carte, chacun de mes camarades de classe avait signé un petit mot, que ce soit bon rétablissement, soigne-toi bien, tu nous manques. Autant de mots qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont énormément motivée à sortir de cet hôpital. Et donc petit à petit, j'ai commencé à me rédiger une liste de choses que je ferais après ma sortie de l'hôpital. Ça pouvait être des choses complètement banales comme retrouver ma chambre, retrouver mon lit, retrouver mes jouets, retrouver mes copines, retrouver mes parents, ma petite sœur, mon confort de vie en fait. Et ça pouvait être également des événements un petit peu plus importants. Je me souviens qu'il y avait des sorties scolaires prévues quelques jours après ma semaine d'hospitalisation. Et tout ça en fait, ça a été autant de raisons qui m'ont boostée, qui m'ont poussée à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Et je me suis dit, écoute, tu vas finir ta cure jusqu'au bout. Ensuite, tu pourras rentrer chez toi et quand tu rentreras chez toi, tu seras encore plus forte qu'avant. Pour terminer sur cette période, un autre événement qui a été marquant pour moi, ça a été le décès de Grégory Lemarchal. Grégory Lemarchal, pour moi comme pour tous les autres mucos, ça a été un icône. Parce qu'il était beau, parce qu'il chantait bien, parce qu'il était connu, parce qu'il avait réussi sa vie avec une maladie comme la mucoviscidose. Et au moment où on a appris son décès, personne ne pouvait se douter que la mucoviscidose était capable de gagner le combat face à une personne aussi forte que Grégory. Progressivement, au sein de mon école, j'ai commencé à avoir de plus en plus de remarques. On m'a dit mot pour mot, t'as vu Grégory, il est mort à 23 ans. Ça veut dire que toi aussi tu vas mourir à 23 ans. Et quand vous dites ça à une enfant qui n'a que 10 ans et qui est pleine de vie, je peux vous dire que ça marque et ça fait réfléchir. D'autant plus que, à peu près à cette même période, j'ai appris le décès d'un enfant qui se battait lui aussi contre une maladie. C'est un enfant que j'appréciais beaucoup puisque c'était le fils d'une collègue à ma maman. Je m'identifiais énormément à cet enfant puisqu'il avait à peu près mon âge et il prenait lui aussi des médicaments et il se battait lui aussi chaque jour contre sa maladie. Et au fond de moi, j'étais intimement convaincue qu'on allait s'en sortir tous les deux. Et quand j'ai à nouveau appris que sa maladie l'avait emporté, en plus de celle de Grégory, la première réflexion que je me suis faite à ce moment-là, c'est est-ce que ça veut dire que bientôt c'est mon tour? J'ai été sensibilisée à la mort, à cette éventualité de mourir, à une période où absolument aucun enfant ne devrait y songer. Au moment où je me suis demandé est-ce que moi aussi je vais bientôt mourir, les quelques secondes qui ont suivi cette question, je me suis regardée dans mon miroir et je me suis dit non en fait, ça peut pas se passer comme ça va pas se passer comme ça. Et si eux ne sont plus là pour se battre, eh bien c'est moi qui me battrai à leur place. Pour terminer, je vais maintenant parler de la dernière période, la période du passage au monde adulte. Donc dedans, je vais inclure le lycée jusqu'à maintenant les études supérieures. Cette dernière période, elle est totalement différente des deux périodes que j'ai pu évoquer précédemment. Parce que déjà, quand je suis entrée au lycée, je n'avais plus du tout le même style de remarques. C'était plutôt des questionnements, c'est-à-dire que les gens voyaient que je prenais des médicaments, donc forcément petit à petit les gens se posent des questions. En soi, ça ne m'a jamais vraiment dérangée parce que je préfère que les gens viennent directement me poser des questions plutôt qu'ils parlent dans mon dos et qu'ils s'imaginent n'importe quoi. Personnellement, j'ai toujours parlé ouvertement de ma maladie et même maintenant, de toute façon avec ma chaîne YouTube, c'est de plus en plus difficile de cacher ma maladie. Au moment où j'ai commencé mes 2 années de classe prépa, j'ai eu des remarques du style mais pourquoi en fait est-ce que tu fais une prépa? Enfin, moi à ta place j'aurais qu'une envie, ce serait de profiter de ma vie quoi. Et ça c'est typiquement le genre de remarque que je trouvais absurde parce que je n'ai aucune envie que ma maladie définisse ma vie.
C'est à moi seule de la définir et d'en faire ce que j'en souhaite. J'ai toujours eu besoin de prouver que ma maladie n'allait pas décider de ma vie. Et si j'avais envie de faire des études supérieures, je ferais des études supérieures. Et finalement, même dans les moments où ça allait un petit peu moins bien, j'avais toujours cette rage de vaincre, cette rage de continuer, de poursuivre mes efforts pour prouver que ma maladie ne prendrait pas le dessus sur ma vie. Et si je ne me battais pas pour moi, je le ferais pour tous les gens qui m'entourent, pour tous les gens qui croient en moi et pour tous ceux également qui sont partis beaucoup trop vite. Aujourd'hui, ce qui me fait vraiment tenir, c'est le fait de me sentir entourée. C'est le fait de chaque jour me donner un petit peu plus d'objectifs, même des objectifs les plus infimes qu'ils soient. Je reste persuadée que si je suis née avec cette pathologie, c'est pour une raison bien particulière. Et je compte vivre avec le plus longtemps possible. Je pense que ce qui est vraiment important quand on a une maladie comme la mucoviscidose, c'est d'avoir une vie à côté de la maladie et pas d'avoir une vie autour de la maladie. Ce qui est véritablement essentiel, c'est de faire des choses qui vous plaisent, de faire des choses qui ne vous font pas penser à votre maladie, d'avoir des centres d'intérêt, de se fixer toujours plus chaque jour des objectifs, comme par exemple des objectifs sportifs. Il faut éviter de repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quelque chose d'autre également qui peut avoir un impact dans le processus d'acceptation de la maladie, c'est une bonne prise en charge médicale. C'est extrêmement rassurant de savoir que j'ai un personnel médical compétent qui est là pour m'encadrer et pour m'accompagner. Le fait de savoir que vous avez des personnes compétentes qui sont là pour répondre à vos moindres questions, à vos moindres doutes, clairement pour moi c'est absolument essentiel et je ne sais pas comment je ferais sans ces personnes-là. Également, je me suis toujours très bien entendue avec mes kinés et je sais que parfois en vacances, je suis tombée sur des kinés avec lesquels je n'avais absolument aucune affinité. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils avaient des techniques pour faire la kiné qui étaient totalement différentes des miennes. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai de la chance que je m'entende bien avec mes kinés du quotidien. Parce que le fait de voir un kiné 5 jours sur 7, ça m'assure une certaine rigueur dans mes soins. Et je suis persuadée, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je vais bien et je vis pleinement avec ma maladie. Pour terminer sur cette très longue vidéo, finalement je pense qu'il n'y a pas de réponse à la question comment accepter sa maladie. Pour moi, la bonne question à se poser, c'est comment faire en sorte de bien vivre avec sa maladie. Et ça, c'est dépendant de beaucoup de facteurs, c'est dépendant de notre personnalité, de notre état d'esprit, de notre volonté, des personnes qui nous entourent et également de nos objectifs de vie. Savoir rêver, faire des projets, être ambitieux tout en vivant le moment présent, c'est ce qui me pousse tous les jours à continuer de me battre. Et j'ai besoin sans cesse de me donner des objectifs à accomplir. J'ai envie de faire et je fais de ma maladie une force en menant par exemple des actions de sensibilisation ou en communiquant autour de la mucoviscidose, comme par exemple avec cette chaîne YouTube. Et tout ça en fait, ça me booste parce que ça donne un sens à ma vie. Pour conclure, je pense que la meilleure revanche que l'on puisse avoir sur notre maladie, c'est de réussir à vivre comme tout le monde quand on n'est pas comme tout le monde. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre façon de voir la vie. Ça m'intéresse et je pense que ça pourra intéresser également d'autres personnes. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.